Confluent avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Cette semaine, nous retournons à Manawan, cette communauté atikamekw située à un peu moins de 100 km au nord de Saint-Michel-des-Saints, dans la région de Lanaudière, afin d'y rencontrer Thérèse Nikwe. Originaire de Wemotaci, Thérèse Nikwe est chargée des services et projets communautaires au Conseil des Atikamekw de Manawan. À ce titre, Madame Nikwe est un véritable pilier de la communauté, puisqu'elle s'investit notamment dans les dossiers de la sécurité du revenu, de l'employabilité, de l'harmonisation des usages du territoire, du sport et des loisirs et du développement économique. Arrachée à sa famille à l'âge de 6 ans, Thérèse a passé 10 années au pensionnat de Pointe-Bleue, aujourd'hui Machtoyatch. Elle a également vécu un long chemin de guérison qui a passé par une réappropriation de sa culture et de la spiritualité traditionnelle. Au micro de Mathieu Lavigne, Thérèse nous parle de son travail, des liens entre spiritualité, territoire et guérison, et aborde les apports et les limites de la visite papale de 2022. Thérèse Nikwe, Oui. Kichimigwetch de me recevoir dans votre bureau aujourd'hui à Manawan. Miigwetsepejayin, bienvenue. Merci. Thérèse, depuis plusieurs années, vous êtes responsable des services et des projets communautaires du Conseil des Atikamekw de Manawan. En quoi consiste votre travail? En fait, je suis ici depuis mars 2014. Là. Je suis revenue dans la communauté après une trentaine d'années, là, dans le fond. Et puis, services et projets communautaires, ça englobe 3 secteurs là, clés, qu'on peut dire, là, pour assurer là, le mieux-être et le développement de la communauté. D'une part, il y a le développement social. Le développement social, ça comprend là, des programmes et des mesures d'employabilité pour permettre là, d'aider les gens qui veulent se mettre en action, soit aller en formation, par faire une formation pour arriver à avoir un travail, ou bien c'est d'aider les gens à faire des démarches là, pour se trouver un emploi. Ça comprend l'aide aux revenus aussi. Puis le gros défi il est là, parce qu'à Manawan, on est au-delà de 3000 personnes, bien qu'il y a quand même des personnes qui vivent hors communauté. Puis là-dessus, on a un fort pourcentage là, de personnes de l'aide aux revenus. Donc, notre défi à nous, c'est de trouver des moyens là, de les mettre en action, des projets, là, d'où aussi le secteur là, du développement économique, soit pour aider là, au développement là, d'entreprises. Mais le conseil comme tel lui-même a des entreprises, comme le magasin, c'est à la communauté, puis il y a d'autres entreprises qui sont là pour offrir là, des services, mais aussi pour offrir des emplois aussi aux gens. Là où est-ce qu'on est limité, c'est au niveau des moyens, comme entre autres les infrastructures là, nécessaires. C'est là qu'on doit déterminer c'est quoi les besoins, puis travailler pour aller faire des demandes de financement. Là, comme là, on a en vue là, de travailler sur un projet là, de centre multifonctionnel pour qu'on puisse organiser des ateliers de formation, comme entre autres, on a tenté de mettre de l'avant un programme de formation là, à charpenterie-menuiserie, mais vu qu'on n'a pas les installations ici, donc là, on est en partenariat avec la commission scolaire de Samar, puis aussi la Matawini, puis ça va se donner à Saint-Michel. Thérèse Nikwe, est-ce qu'il y a un projet récent dont vous êtes particulièrement fier ou vous trouvez particulièrement structurant pour la communauté de Manawan? Un des projets dont
J'ai participé au tout début, mais c'est la mise en place là, du centre de pédiatrie sociale qu'on a désigné Mihauso. Mihauso, ça veut dire, c'est comme prendre soin des enfants. C'est d'offrir là, des services d'accompagnement pour les enfants, puis les familles aussi, là, pour s'assurer là, que les besoins sont bien ciblés puis que les familles sont bien accompagnées. Oui. Est-ce que le docteur Julien est impliqué là-dedans? Quand on pense à la pédiatrie sociale, on pense souvent à lui, le docteur Julien à Montréal. Est-ce qu'il est impliqué? C'est sûr qu'il y a eu des liens là, au tout départ avec les ressources de la santé là, pour s'inspirer là, du modèle de docteur Julien, quoique docteur Julien lui-même il s'est inspiré là, de l'approche autochtone là, pour développer les centres de pédiatrie sociale. Là. On peut dire que c'est quand même tout un défi pour nous autres de mettre en place là, des institutions comme ça, mais d'y mettre vraiment notre couleur. Ouais. Parce que quand on parle là, à l'extérieur, mettons les services gouvernementaux, on parle de sécurisation culturelle, mais en ce qui nous concerne, nous, l'ensemble du défi au niveau là, du conseil de la communauté, c'est vraiment de pouvoir déterminer nous-mêmes les besoins, mais le comment là, aussi. Là. Donc ça demande aussi là, une conciliation là, de les expériences, les inspirations de l'extérieur, mais aussi comment on peut se l'approprier puis vraiment s'assurer que les fondements de ça, c'est à partir de qui on est puis à partir des valeurs là, on peut dire Atikamekw Néo-Ruizio. Néo-Ruizio, c'est-à-dire humain, hein? Est-ce que c'est ça? Oui, Néo-Ruizio. En fait, quand on s'attarde sur, on peut dire, le sens étymologique des mots, c'est vraiment un être humain, mais un être humain là, qui est doté là, de tous les attributs pour travailler sur son bien-être. Ça veut dire ça, Néo-Ruizio. Un être en quête d'harmonie, d'équilibre. J'ai lu aussi à propos du projet, en fait c'est peut-être même plus un projet, ça s'est peut-être concrétisé, du cercle Mikina. Est-ce que c'est ça? Mikina. En fait, c'est encore un projet. On a jusqu'en décembre 2024 là, pour pouvoir déterminer un modèle là, de guérison communautaire. C'est sûr que le projet, au départ, c'est financé par le ministère là, qui s'appelait la condition féminine. Aujourd'hui, ils ont ajouté l'égalité du genre parce que l'objectif, les buts, en fait, c'est de contrer la violence fondée sur le sexe et le genre. Mais on sait très bien là, qu'une communauté comme Manawan, toute l'historique, là, tout revient, dans le fond, là, à contrer la violence qui a été subie depuis des générations. Là, on parle beaucoup là, d'abus là, sexuels, entre autres. On sait qu'il y a eu les écoles résidentielles, les pensionnats, mais même avant ça, il y a eu des pratiques, là, justement, de missionnaires là, qui n'étaient pas trop catholiques, comme on dit. Là. Fait qu'il y a tout un héritage de ça lourd là, qui fait que les gens... la problématique qui subsiste encore dans la communauté, c'est qu'il y a beaucoup de violences fondées sur le sexe, violence conjugale aussi. Donc, on travaille là, ensemble pour déterminer le modèle qu'on doit mettre en place, là, le modèle de guérison communautaire. Ce mot-là, guérison, on l'entend souvent quand on parle des communautés autochtones et j'ai entendu quelques personnes autochtones dire avant de parler de réconciliation, on va parler de réparation puis de guérison. Thérèse Nikwe, quel sens vous donnez à ce mot-là, guérison? C'est quoi votre conception de cette guérison qui est souhaitée, puis je l'imagine autant sur le plan individuel que collectif? Dans le fond, quand on parle de ça, nous-mêmes, on doit comme chercher à se comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là, puis qu'est-ce que ça implique tout ce travail-là, puis on n'a pas le choix que de revenir sur la façon de nommer les choses dans notre langue, la langue atikamekw. Puis pour parler de guérison, on parle de blessures, on parle de mal-être. C'est apprendre à nommer qu'est-ce qui nous habite. Puis qu'est-ce qui nous habite? Il y a beaucoup justement de blessures puis de traumatismes. Puis pour pouvoir agir sur ça, dans notre langue, on dit
Minot-Shidzu. Minot-Shidzu, c'est comme de rétablir l'équilibre à l'intérieur. Donc, ça a rapport à ça quand on parle de guérison. Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que personne? Qu'est-ce qu'on doit faire en tant que famille, en tant que communauté? De rétablir l'équilibre, l'harmonie en chacun de nous, puis entre nous aussi, pour justement porter un message plus fort à l'extérieur pour faire comprendre notre réalité. Dans une communauté comme Manawan, comme dans d'autres communautés, il y a beaucoup de souffrance, il y a un énorme travail à faire. Puis si on parle d'autonomie gouvernementale, de reprendre dans le fond tout le pouvoir, les responsabilités qui nous reviennent pour nous assumer en tant que communauté puis en tant que peuple, il faut commencer par apprendre à prendre soin de soi puis apprendre à guérir nos blessures. Et quelle place prend la spiritualité dans ce travail de guérison? La spiritualité, quand on réfère à ça aussi, comment on dit ça en Atikamekw, là, ça c'est une autre affaire, c'est là aussi qu'il faut vraiment réfléchir à quoi on réfère quand on parle de spiritualité. Au cours, moi aussi, là, de mon cheminement, j'étais en quête de sens, de savoir d'où je viens, qui je suis, parce que pour avoir été endoctriné, avoir subi plus des influences du monde occidental là, dans lequel j'ai oublié, je ne savais pas qui j'étais à un moment donné. Donc, pour me retrouver, il a fallu que je recherche le sens de la vie. Puis c'est là que la dimension spirituelle, la dimension sacrée de la vie devient importante. C'est de retrouver le sacré en soi puis en toute chose. Pour moi, c'est ça la spiritualité. Puis de retrouver le sacré, c'est de reconnaître, OK, on est des êtres humains, on est doté de la dimension physique, émotionnelle, mentale, spirituelle. Puis pour justement être un être complet, là, la dimension spirituelle, elle est importante là-dedans. Elle fait partie là, des 4 dimensions de l'être humain. Il y a une part de nous qui manque quand la spiritualité ne fait pas partie intégrante de ton cheminement, de ton parcours. Thérèse Nikwe, est-ce que vous diriez que les jeunes de Manawan, en ce moment, sont aussi en quête du sacré, justement, ou en quête d'eux-mêmes? Oui, c'est sûr là, que quand on est jeune, on n'est pas nécessairement conscient là, de tout de suite là, de ces dimensions-là. Les jeunes aujourd'hui, ils sont tellement sollicités par toutes sortes de stimulations qui sont comme un peu égarées jusqu'à certains points. Ils veulent vivre à fond, puis ils essaient toutes sortes de choses qui fait qu'à un moment donné, ils se perdent là-dedans, puis les parents aussi, ils savent pas comment les ramener. Pour les parents, c'est tout un défi là, que de pouvoir transmettre dans le fond là, des choses qui ont eu de la misère à reconquérir aussi. Tu sais, quand tu n'as pas reçu vraiment tous les enseignements pour bien accompagner tes enfants, là, c'est dur. Là. C'est là que justement le centre de pédiatrie sociale vient répondre à un besoin pour accompagner les parents, pour mieux guider les jeunes, parce que les jeunes ont besoin d'être guidés. Et Thérèse, la question du territoire, c'est une question sensible, je pense à Manawan, je pense aussi dans d'autres communautés autochtones. Comment est-ce que vous décririez le rapport Atikamekw au territoire? Ça fait quand même, moi aussi, là, depuis les années 2000, là, que je suis comme impliquée là, dans des réflexions puis dans des projets là, pour qu'on puisse constituer
un bon argumentaire pour faire comprendre là, la vision du territoire par les Atikamekw. L'enjeu majeur, c'est le territoire. Puis on n'a pas nécessairement réussi à bien se faire entendre, là. C'est sûr qu'on s'inspire là, des savoirs et des connaissances là, de nos aînés. On a parlé de guérison tantôt, ben, ça passe aussi par la réappropriation là, du territoire, mais aussi quand on parle de réappropriation, c'est surtout le rôle là, de gardien et d'intendance du territoire qui doit revenir dans la communauté. Parce qu'au fil du temps, avec, on peut dire, une perspective plus d'opportunités d'affaires, là, c'est sûr qu'il y a quand même des entreprises qui ont pris forme dans les communautés pour aller chercher là, justement des opportunités d'affaires. Mais le modèle comme tel, le rapport au territoire, là, c'est le modèle occidental qui nous est imposé. Comme c'est des ressources à prélever, des ressources, c'est l'exploitation, puis c'est le côté plus business là, qui a fait son chemin. Qu'est-ce que l'Atikamekw veut faire du territoire? Comment il veut vivre? Comment il veut perpétuer, dans le fond, cette relation-là avec le territoire, puis surtout son rôle de gardien du territoire, puis gardien là, aussi là, de la vie comme telle, parce que c'est tout ça la question de fond là-dedans. Comment maintenir l'équilibre, comment protéger les milieux de vie, les écosystèmes, mais comment permettre aussi à l'Atikamekw de jouer un rôle important là-dedans. Quand on regarde la planète, l'état de la planète, s'il y a des personnes qui sont en mesure d'aider là, à revenir sur des pratiques plus respectueuses du territoire et de l'environnement, ben c'est les Atikamekw, c'est des groupes comme les Atikamekw, puis c'est là-dessus qu'il faut comme insister. Des fois, je me dis, là, avec... on ne sait plus qu'est-ce qu'on mange, tu sais, la production là, industrielle, puis tu sais, tous les produits, mais ici, les gens, là, il y a beaucoup de maladies chroniques, là, l'obésité et tout ça, là, mais ça provient aussi là, d'un mode de vie, puis une mode d'alimentation, une façon de vivre qui est questionnable, là. On peut dire que c'est dans les 40 à 50 dernières années qu'on voit de plus en plus là, des problématiques de santé chronique. Là. Donc, depuis la sédentarisation. Oui, depuis la sédentarisation, vraiment. Là. Les gens le savent quand ils vont en territoire, en forêt, ils se sentent mieux. Les jeunes, notamment. J'imagine que les jeunes, quand ils vont sur le territoire, là, c'est complètement autre chose. Là, ils bougent, il y a toujours quelque chose à faire. Oui, puis l'école, là, il y a quand même, quand on parle là, de se donner des institutions qui reflètent davantage qui on est, puis nos valeurs, ben, entre autres à l'éducation aussi, on appelle ça Adikmek Neurisio ou Gitixkinomayen. Ça veut dire c'est de ramener les enseignements, là, de s'assurer là, qu'on y intègre les fondements culturels, puis de plus en plus d'écoles, là, ben, ils organisent justement des programmes, des activités pour mettre les jeunes en lien avec le territoire, pour leur faire vivre, dans le fond, le territoire. Oui. Ah oui. Thérèse Nikwe, vous avez pris la parole dans plusieurs médias durant la visite papale qui est survenue l'été dernier, en fait, l'été 2022. Vous êtes vous-même une survivante du pensionnat de Pointe-Bleue à Mastoyatch. Un peu plus d'un an après ce pèlerinage du pape François au Canada, quel regard est-ce que vous posez sur cette visite-là et sur les excuses qui ont été prononcées par le pape François? Ben, c'est toujours une question très sensible. Tu sais, on peut croire que le pape François, c'est un homme. En tant qu'homme, il était peut-être sincère là, dans ses excuses. Mais l'institution comme telle, jusqu'à quel point il s'enligne vers des changements profonds. Oui, il y a des choses à corriger, à rétablir, à reconnaître. Les actions qui ont été posées, ben ça vraiment... ça va prendre des générations là, pour guérir
de ce que l'Église a fait là, dans l'histoire, mais aussi dans la question des pensionnats, là, ça va prendre un certain temps. Parce que même moi, personnellement, je me dis tout le temps, bon, comment je vis avec ça, comment je continue de vivre avec ça. Moi, je ne participe pas vraiment ici sur les messes du dimanche. Là. Moi, je vais aller à l'église quand il y a des événements là, vraiment qui viennent me chercher, soit des baptêmes, des cérémonies comme ça. Là. Le défi là, qu'il y a, c'est vraiment d'intégrer là, des rites et des pratiques. Tu sais, donner une couleur vraiment autochtone, je peux dire, à la mission là, de l'Église comme telle. Mais est-ce qu'il est prêt à le faire? Jusqu'où est-ce qu'il est prêt à le faire? Ça, je me questionne. Là. Parce que moi, dans le fond, qu'est-ce qui m'a ramené, moi? C'est vraiment de faire le retour aux sources, là, puis de remonter très loin. C'est quand il y a eu le contact, là, puis de partir de là. Parce que dans le fond, les Autochtones ont été affaiblis par toutes les interventions, dont entre autres de l'Église. Fait que il y a du chemin à faire pour une réappropriation. Une réappropriation, là, ouais. Thérèse, qu'est-ce que vous auriez aimé entendre lors de cette visite papale? On parle des survivants du pensionnat, puis quand on parle des survivants du pensionnat, ben, c'est pas uniquement ceux qui sont allés dans ces pensionnats-là. Nos grands-parents, nos parents, puis nos enfants, ils ont vraiment été impactés. Puis il y a tout ce travail-là là, de guérison à faire, là. Moi, ça a été long avant de me dire survivante, avant d'accepter que j'étais survivante. Survivante, c'est comme si c'est la mort dans l'âme, vivre la mort dans l'âme. Puis nos parents, nos grands-parents, ils l'ont vécu, ça. C'est toute la tristesse qu'ils vivaient quand ils voyaient que leurs enfants y étaient amenés. Puis au fil des ans, ben, on avait beau revenir, mais là, tu sais, ça leur faisait plus ni chaud ni froid. Là. Fait il y avait une coupure. Hein? Il y avait une coupure. Comme je disais tantôt, ça va prendre des générations là, avant de rétablir l'équilibre en dedans. Là. Je vous entends ça en entrevue, vous avez lancé une phrase, puis j'avais trouvé ça vraiment intéressant. Vous avez dit que l'Église aussi, elle a besoin de guérir. Oui. On parlait de guérison tantôt. Et que les Autochtones peuvent contribuer à cette guérison-là. J'ai trouvé ça puissant parce que vous-même, vous êtes... Est-ce que je peux utiliser le mot survivante? Une survivante des pensionnats? Oui. Donc, vous-même, vous êtes une survivante des pensionnats. Et je trouvais dans cette phrase-là qu'il y avait quelque chose d'apaisé, justement. Ça montrait vraiment, de votre côté, je trouvais un énorme travail d'ouverture envers une institution qui vous a profondément blessé. Ben, tant que l'Église va être là, si on veut là, qu'il respecte là, justement, tu sais, que son objectif, c'est pas l'endoctrinement, là, parce que moi, c'est ça qui me dérange un peu. On dirait que c'est toujours comme si il portait la vérité, puis que c'est ça qui me dérange un peu. Puis c'est là qu'ils ont besoin de guérir. C'est de reconnaître là, que, tu sais, avant même que l'Église débarque, là, ben, il y avait déjà des rituels là, pour accueillir l'enfant, pour accompagner. Là. Puis, dans notre langue, Awajish, c'est être de lumière. Il n'y a pas eu besoin d'un baptême avant que l'Église arrive pour reconnaître cet enfant-là comme un être de lumière. Donc, pour moi, c'est ça. C'est de reconnaître là, que les Autochtones, ils ont des manières de célébrer la vie puis de reconnaître le caractère sacré de la vie. Thérèse Nikwe, vous avez étudié au mythique Collège Manitou, un centre éducatif pour Autochtones qui était situé à la Macasa, au Québec, et qui était en fonction de 1973 à 1976. Hein. C'est assez court, mais ça a été comme une comète, ce collège-là. Oui. Plusieurs grands leaders autochtones y sont passés. Quel a été l'impact de votre passage au Collège Manitou dans la suite de votre parcours? C'est ça qui m'a aidé à
me mettre sur le chemin du retour, si je peux dire. Entreprendre vraiment la quête là, identitaire. Parce que quand j'allais à l'extérieur, à l'école, je savais qu'il y a quelque chose qui ne répondait pas à ce que j'avais besoin. Je me sentais étrangère là, dans ça, tandis que là-bas, avec le contenu des programmes, puis surtout de faire en sorte là, qu'on nous mette en contact avec l'histoire autochtone par les Autochtones, ben là, j'étais à bonne place là, justement pour m'enligner sur ma quête là, identitaire, quête de sens. En tout cas, depuis ce temps-là, il y a comme une force intérieure ou quelque chose qui a été ravivé en moi. Plus ça allait, plus j'étais habitée, je peux dire, là, par une volonté de participer là, au renforcement. Là, c'est sûr que dans ce temps-là, on n'employait pas les mêmes mots, mais c'était justement ces renforcements identitaires, affirmation identitaire. Moi, mon passage au Collège Manitou, même si ça était juste une session, ça a été vraiment révélateur pour moi, pour participer là, je peux dire, c'est un combat là, que les Autochtones ont mené pour prendre leur place, là, puis se donner des institutions qui leur ressemblent. Et Thérèse Nicoué, en terminant, lorsque vous pensez à l'avenir de votre communauté, à l'avenir de la nation Atikamekw, qu'est-ce qui vous donne espoir? Le fait de savoir qu'il y a des jeunes qui vont persister dans leurs études, mais aussi là où je mise beaucoup, c'est que ces étudiants-là qui vont étudier dans différents domaines, ben, qui peuvent contribuer là, à approfondir encore plus là, les connaissances, les savoirs. Là. Moi, le domaine de la recherche, là, je fonde beaucoup d'espoir là-dessus pour que de plus en plus de jeunes viennent eux autres mêmes là, présenter des projets de recherche qui vont répondre à des questionnements qu'on a pour qu'on pose nos propres questions puis qu'on trouve notre propre réponse. En tout cas, j'aime ça voir des étudiants comme ça là, qui persistent là, dans leurs études. Qui redonnent à la communauté, qui ramènent ce savoir-là, qui partagent le savoir. Thérèse Nicoué, Kichi-miigwech, vraiment, pour le temps que vous m'avez accordé, Kichi-miigwech, vraiment, ça a été un moment précieux. Merci. Un grand merci à Thérèse Nicoué de son généreux accueil dans les bureaux du Conseil des Atikamekw de Manawan. L'émission Confluent est produite par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. N'hésitez pas à consulter notre site web www.missioncheznous.com. Merci Mathieu. Merci Catherine. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. D'ici là, Radio-VM et Radio-Galilée nous accompagnent au fil de leur formidable programmation. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des Oblates franciscaines de Saint-Joseph et la Fondation Lucien Labelle.